Développer un environnement commun à tous les acteurs, sensibiliser sur la nécessité de mettre un terme aux projets énergivores ou alors des projets incompatibles justement avec la sauvegarde des écosystèmes et du climat, au cœur du séminaire de formation organisé par le cabinet d'ingénierie financière SLK Capital Advisory ce 5 mars 2025, il faut le dire, 3 jours de travaux intenses axés sur la finance verte, la finance durable, enjeux, stratégie d'investissement, outils de financement à l'aune de la SND 30. C'est un plaisir de vous recevoir, Dr Silvia Merci. Camille. Je vous remercie. Plaisir partagé. Vous allez bien? Très bien. Bien installé au Cameroun? Oui, tout va bien. Au continent. Voilà, le continent en même temps. Alors, de prime abord, pourquoi organiser un tel séminaire de formation sur une problématique assez forte? On parle de finances vertes, on parle de finances durables, De on finances parle de solidaires. finances solidaires. C'est assez poignant. Alors, l'intérêt déjà, d'aborder cette question hautement stratégique et pertinente dans un contexte effectivement où on opère une transition énergétique et environnementale relève déjà notamment de 2 sujets. Le premier sujet, c'est que informer les parties prenantes, notamment le régulateur, qui est la COBAC, la BEAC, la COSUMAF notamment, sur ces différents principes qu'est la finance verte, parce que on abordera ça peut-être tout à l'heure, les problématiques notamment de financement, parce que le financement vert, qui constitue notamment une source alternative au financement traditionnel qu'on a habituel. Donc, du coup, nous sommes dit au niveau du cabinet d'ingénierie financière SLK qui fait dans le conseil la structuration des projets d'investissement, les techniques de fonds, techniques de levée de fonds, et ils utilisent les formations comme celle-ci comme outil de marketing de manière à montrer effectivement quelles sont les différentes compétences que nous avons. Donc, nous sommes dit comment sensibiliser les PME, comment sensibiliser le régulateur, comment sensibiliser les autorités administratives pour leur dire nous sommes signataires des accords de Paris et des principes Helsinki 4, que voilà, le moment est venu notamment de mettre en œuvre notamment ces différents principes et ces accords de manière opérationnelle. Donc d'où l'objet notamment de ce séminaire. Mais est-ce que ce thème qui est assez évocateur, il faut le dire, prend en compte même les réalités en Afrique et de façon plus spécifique au Cameroun? Oui, je dirais oui. Je commencerai par l'Afrique parce que déjà, en zone UEMOA, ils sont suffisamment avancés. La preuve en est que la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, vient de lever près de 500 millions de dollars pour les fonds verts, pour les projets verts. Le Bénin, la semaine passée, qui a bénéficié notamment d'une dotation de 16 milliards de dollars issus des fonds verts. Mais bien plus encore, il faut dire qu'au niveau du Cameroun, oui, beaucoup d'entreprises peut-être le font déjà sans savoir, qui appliquent notamment des principes de la finance verte et même de la finance durable, mais ne sont pas forcément au courant. D'où l'intérêt notamment de les sensibiliser et de leur dire, voilà, vous avez déjà un comportement en adéquation notamment avec des principes de la RSE, notamment les principes de la responsabilité sociale d'entreprise, des entreprises qui dans leur bilan financent des projets d'associations, qui financent des projets solidaires, qui financent des projets de centrales d'énergie renouvelable. On va parler par exemple de la centrale de Bakou, mais qui dans leur bilan, on n'arrive pas encore à ressortir notamment ces principes au titre de l'atténuation qui font partie notamment des énergies renouvelables. Est-ce que les objectifs environnementaux dans les États africains sont véritablement implémentés? Je prends le cas au Gabon avec le plan climat, avec la Guinée-Conakry et la Guinée-Conakry autant pour moi, avec la stratégie nationale sur le changement climatique et bien d'autres stratégies nationales implémentées justement pour la protection de l'environnement. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas un secret de polichinelle. On sait bien qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils sont suffisamment avancés. La preuve en est qu'en février 2024, ils ont mis sur pied notamment leur taxonomie de la finance durable qui est issue notamment des contributions nationales déterminées. Donc oui, des pays en Afrique évoluent, ils adoptent, parce que les contributions, la taxonomie de la finance durable, pour le dire simplement, c'est de définir le langage commun de ce qui est vert et de ce qui ne l'est pas. Donc, et cette taxonomie est issue notamment des contributions nationales déterminées qui sont issues notamment au sein des différents pays. Est-ce que c'est fait en Afrique? Oui, c'est fait en Afrique. Est-ce que c'est fait en Afrique de l'Ouest? Oui, c'est fait en Afrique du Sud. Est-ce que c'est fait en Afrique centrale? L'Afrique centrale traîne le pas. D'accord. Alors, finance verte, finance solidaire, finance durable, ce sont 3 notions assez fortes, mais qui nous interpellent aussi. Absolument. Comment les différencier? Alors, la finance verte, pour dire très simplement, c'est
c'est comme la finance traditionnelle, parce que je ne finance qu'un investissement que si j'ai une rentabilité ou alors une rentabilité adéquate sur cet investissement. Donc, lorsqu'on parle de finance vertes maintenant, on va tout simplement dire que ce sont des opérations financières qui sont fléchées vers des objectifs de la transition énergétique, de la lutte contre le chauffement climatique, du développement durable. Ça, c'est la finance verte qui ne s'oppose, pardon, la finance durable est un complément, est un agrégat supplémentaire en ce sens que la finance durable, c'est quoi? C'est la finance verte plus le reporting financier. En d'autres termes, lorsque je parle de finance durable, cela veut tout simplement dire que lorsque je te prête, premièrement, le prêt doit être fléché vers des objectifs de développement durable ou de transition énergétique. Mais en plus de ce prêt que je te donne, vous avez un engagement en termes de reporting extra-financier. Déjà, lorsqu'on vous prête en matière de finances traditionnelles, vous avez un engagement de reporting financier Oui. qui sont votre bilan, votre compte de résultats, vos rapports d'activité. Ok, ouais. Mais la finance durable vous impose de faire un reporting extra-financier, notamment sur les principes de la RSE, responsabilité sociale, environnement. Alors, j'ai souligné tout à l'heure justement la thématique centrale ou la problématique centrale de ce séminaire de formation. On parle d'outils de financement, on parle de stratégie d'investissement. En fin de compte, comment structurer un projet vert? Alors ça, c'est une très bonne question. Comment structurer un projet vert? Alors, c'est quoi déjà un projet vert? Là, on l'a déjà dit. Un projet vert est un projet notamment qui contribue soit au titre de l'atténuation ou de l'adaptation. Si je prends simplement au titre de l'adaptation, ça peut être un projet d'énergie renouvelable. Lorsque vous structurez un projet d'énergie renouvelable, vous avez trois choses. Vous avez une phase de développement, vous avez une phase de construction et vous avez une phase d'exploitation. Dans la phase de développement, c'est quoi? C'est de se rassurer effectivement que le lieu dans lequel vous allez originer et mettre en place notamment la centrale solaire, vous bénéficiez d'il y a quoi? D'un bail amphithéotique, vous bénéficiez notamment quoi? Des autorités administratives du Cameroun, ce qu'on peut appeler une ICPE, c'est-à-dire une installation classée pour la protection de l'environnement. Vous bénéficiez de quoi? D'un rapport de due diligence qui, si c'est un projet solaire, qui montre qu'effectivement le combustible solaire qui va être développé dans la région est capable notamment de dégager l'enrichissement solaire prévu notamment par le panneau solaire. Avec une phase de construction maintenant qui peut durer 2 ans, avec un rapport de construction qui montre que oui, effectivement, cette construction-là est conforme notamment à la mise en place d'une centrale solaire. Et lorsque vous l'avez fait maintenant, les différentes banques de la sous-région sont à même aujourd'hui pour pouvoir financer et de pouvoir vous accompagner. Là, je vous ai brossé un peu de manière très grosso modo, notamment de l'origination à la structuration. Je ne suis pas rentré totalement dans les termes Oui. financiers, mais c'est ça déjà un projet vert. C'est un projet d'énergie renouvelable. Ça peut être au titre de l'atténuation, par exemple, ça peut être de l'agriculture. Et on a vu des banques aujourd'hui, je peux me permettre de citer, Branche Banque aujourd'hui qui a mis sur pied notamment Agri, des produits pour l'agriculture. La CCA aujourd'hui qui est en train de le faire. Donc, voilà un peu déjà des banques qui ont déjà compris que voilà, au titre de l'atténuation, au titre de l'adaptation, on peut déjà commencer à développer notamment des projets verts. Et qui en développe la BGFI avec le projet Bakou. C'est un projet hydraulique. Effectivement, oui. Donc, Société Générale avec des projets Natigal. Donc, nous sommes dans une économie où pratiquement plus de 70% notamment de notre production d'électricité est d'origine renouvelable. Donc, on ne peut pas dire qu'on est totalement en arrière. Parce qu'on fait déjà des énergies renouvelables, on finance le secteur agricole, on finance des PME, mais aujourd'hui, parce qu'on parle de fonds verts, il faut pouvoir structurer, définir un écosystème qui permet de comprendre aux PME que voilà, vous êtes éligible au fonds vert où les taux d'intérêt sont totalement compétitifs, contrairement à nos taux d'intérêt qu'on a en ce moment sur le marché. Alors, je vais commencer avec votre chute et vous avez souligné justement les taux d'intérêt. Et la problématique du financement revient toujours sur la table des débats. Absolument. Là, vous le savez très bien, c'est un vieux débat, même on va le dire. Aujourd'hui, on parle toujours de la question du financement en essayant de ressortir les différents mobiles de ce blocus-là, de cette difficulté Les différentes d'accès. contraintes Voilà, les d'accès au contraintes. financement. Voilà. Et présentant ces instructions, vous allez voir des PME qui vont vous dire que non, la faute revient en grande partie à ces banques-là parce qu'elles ont des rigueurs administratives, il n'y a pas une certaine souplesse. Vous allez de l'autre côté que la banque va dire non, lorsque le projet n'est pas bien structuré, lorsqu'on n'a pas tous les documents, tout le dossier fiscal en place, alors on saurait
fait confiance à cette entreprise-là. Et directement, vous allez voir les acteurs du marché financier qui vont vous dire, bon, venez ici, venez chez nous. Mais de l'autre côté, ils vont vous dire, il n'y a pas encore une véritable connaissance sur le marché financier. En fin de compte, lorsqu'on structure maintenant un projet vert et lorsqu'on a besoin de financement, est-ce que selon vous, cette question-là ne sera pas le véritable blocus pour l'implémentation de ce projet? Alors, oui, effectivement, les problématiques de financement, notamment des financements PME, c'est une problématique vieille comme le monde. Mais ce que je peux dire de manière très rapide, c'est qu'il ne faut pas toujours renvoyer tout aux banques. La structure des dépôts qui est faite dans les banques aujourd'hui, il faut savoir que ce sont des dépôts qui sont faits à court terme. Donc, il fait en sorte que les ratios de transformation pour les banques sont assez difficiles. Elles ne peuvent pas vous prêter sur plus de 7 ans. Est-ce que c'est la faute de la banque? À y voir. Mais ce qu'il faut dire aussi des PME, c'est que la plupart de nos PME aujourd'hui sont des PME familiales. Ça veut dire que c'est le père qui est directeur général, c'est sa cousine qui est commissaire aux comptes, c'est son neveu qui est trésorier. Est-ce qu'il existe une centrale de bilan lorsqu'on est dans un environnement marqué par un dualisme économique lié au fait que le secteur informel est très grandissant? Il n'existe pas de centrale de bilan, ou alors la PME elle a 3 bilans. Elle a un bilan pour montrer à la banque qu'elle fait une bonne performance. Elle a un bilan qui montre notamment au fisc qu'elle ne déclare rien. Et elle a son propre bilan. Oui. Donc, à partir de là, comment est-ce que vous voulez que nous, aujourd'hui, que les banquiers aujourd'hui puissent se positionner? Ça, c'est la première des choses, notamment dans la structuration déjà des PME, en termes de PME familiale à PME managériale. Mais bien plus, lorsqu'on va un peu aller plus loin, la structuration des projets. Un projet bancable, c'est 2 éléments. Un modèle économique convaincant, un business plan performant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des dirigeants de PME qui vous montrent notamment des projets qui correspondent notamment à ces 2 exigences? J'en doute fort. Mais on peut en discuter. Ça veut dire qu'il y a plusieurs problématiques, tant des responsabilités, tant du côté du secteur bancaire. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'État, dans sa grande sagesse, notamment a mis sur pied notamment la Caisse des dépôts et consignations pour amener notamment effectivement les banques à faire plutôt du financement et peut-être voir effectivement comment on peut soit renchérir les fonds propres pour pouvoir desserrer un peu la contrainte qui pèse notamment sur les problématiques de financement. Mais c'est comme on l'a dit tout récemment lors des rencontres économiques, il faut que les différents acteurs se parlent. Parce que ce que le commun des mortels doit bien comprendre, c'est que l'argent que les banques gèrent, ce n'est pas leur argent. Une banque est une institution financière qui sert d'intermédiaire entre les agents à excédent de financement et les agents à déficit de financement. Donc, la banque, elle ne prête pas, elle n'a pas une caisse, c'est l'argent que les épargnants ont prêté. C'est l'épargne des épargnants sur des maturités qui sont très courtes. Comment voulez-vous que sur une maturité très courte, elle vous donne de l'argent sur une maturité longue? Ça, c'est un problème. Comment voulez-vous qu'elle vous prête lorsque le projet, même déjà, vous n'arrivez pas à expliquer le modèle économique, comment est-ce que vous allez vous faire la rentabilité sur le projet? Et il ne faut pas oublier aussi, on est dans un environnement où, compte tenu de notre niveau de développement économique, il n'existe pas un tribunal de commerce où une procédure en référé est devenue une procédure à fond. Comment voulez-vous qu'une banque puisse exercer, par exemple, une garantie, même celle de l'État? Est-ce qu'il y a une crédibilité là-dessus aujourd'hui? Donc, vous voyez, on est dans un environnement où, il faut le dire clairement, un peu flou, qui fait en sorte que les banques aujourd'hui, en termes de sûreté, même aujourd'hui, de nantissement des sûretés qui sont faites aussi, se posent aussi beaucoup de problèmes sur la qualité de l'actif, sur la qualité de la sûreté qu'elles doivent faire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles ont un comportement adverse au risque. Elles décident de ne pas prêter, même si le projet, en quelque sorte, est un peu bancable. C'est pour ça qu'il faut définir d'autres sources de financement alternatifs, tels que les financements PME, d'autres classes d'actifs, tels que du private equity aujourd'hui, pour pouvoir accompagner. Mais tout cela passe par quoi? Elle passe par une éducation financière des PME. Et c'est ce que nous essayons de faire au sein du cabinet SLK, former, faire de la pédagogie, libérer la parole scientifique sur les mécanismes de financement. Nous essayons de faire 2 à 3, 4 séminaires par an. On l'a fait tout récemment sur l'ingénierie financière, des financements de projets. On en fera encore une autre en juin, notamment sur la finance islamique et la modélisation financière, pour que les gens comprennent que voilà, je ne viens pas devant le banquier pour lui dire « j'ai un projet ». Non, un projet répond à des exigences, un modèle économique convaincant, un business plan performant, et la banque va vous trouver des sous. Et justement, vous avez parlé de sensibilisation à l'éducation financière. Après un tel atelier, what next?
What next? Le prochain atelier. Pas forcément le prochain atelier. Est-ce qu'il y a un suivi? Absolument. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des connaissances que vous... Non. Chez nous, au cabinet SLK, Voilà. lorsqu'on fait une formation de ce niveau, on ouvre un SAV qui fonctionne pendant 1 an. OK. Où on permet aux apprenants, vous avez vu la qualité des manuels, la qualité des supports que nous avons ramenés. Effectivement. Ils ont des manuels parce qu'on estime, on a bien conscience qu'en 3 jours, on ne peut pas donner tout ce dont on possède. C'est pour ça qu'on ouvre un SAV qui permet aux apprenants de continuer à interagir avec les différents spécialistes et les experts sur le sujet pendant 1 an. C'est-à-dire, il y a des MOOC qu'on va les mettre en ligne. On fait un partage de connaissances, un partage d'informations pour leur permettre notamment à terme d'être aussi des experts. D'accord, super. Et c'est ici que nous allons refermer cet entretien. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine. Merci. Merci beaucoup, docteur Sylvain Landry Kameni. Vous avez tellement de casquettes. Que dire? Managing Director de SLK Capital Advisory. Permettez peut-être bien d'autres casquettes. Peut-être en 30 secondes, revenir un tout petit peu. Sur mon parcours, qu'est-ce que je dirais? Diplômé de l'école des Ponts et Chaussées de Paris, vice-président au sein d'une banque internationale, Dexia Bank à Paris. Et le cabinet SLK est créé depuis 7 ans aujourd'hui, qui fait dans le conseil. On arrive à juguler entre les 2 fonctions et enseignant, parce que le ministère de la parole est une passion. C'est pour ça qu'on a du goût, on prend du plaisir, notamment à faire ce ministère, à divulguer le savoir. Comme Jean-Jacques Rousseau le disait, un citoyen mal informé est un esclave, mais bien informé est un homme libre. Libérer la parole scientifique, c'est aussi ça un plaisir. Merci, docteur Kameni. C'est ici que nous refermons cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour cette fidélité. Au revoir.